À tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième Parlons Data. Aujourd'hui, ça va être Parlons Data dans tous ses états. On a le plaisir d'accueillir Florence Axel, Yvan Smets, Fabrice Pariente, Géraud Rosenkrantz et Gabriel Julien qui va animer cette table ronde. C'est la dernière table ronde avant le Salon de la Data qui se tiendra le mardi 19 septembre à Nantes. Et je vais mettre dans la conversation, le fil de discussion, le lien pour vous inscrire. Je vais passer la main à Gabriel pour qui présente nos différents intervenants. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci beaucoup Thomas. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Gabriel Julien. J'ai deux casquettes au sein de KPC. Une première casquette qui est très localisée dans le sud de la France et le sud-ouest plus particulièrement, en Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai la responsabilité des agences toulousaines et bordelaises. Et j'ai aussi le plaisir en fait de jouer un rôle d'alliance manager pour le groupe, pour animer nos partenaires éditeurs, dont certains sont présents dans ce webinaire, pardon, et je vais effectivement rapidement présenter nos convives. Je vais commencer par Florence. Florence est CEO de Datalogy. Elle a une riche vie passée d'entrepreneuse. Enfin bref, je pense que la vie de Florence est tellement active que elle se pose pas trop de questions, elle avance. Et puis les sujets de la data, je pense que c'est son quotidien et avec un angle très particulier sur lequel on reviendra par la suite. En tout cas, merci Florence d'être présente aujourd'hui et de venir nous faire bénéficier de tout ce que tu rencontres au quotidien avec tes clients. Je vais continuer avec Fabrice Pariente, VP Sales Southern Europe chez Anonos, qui prendra, je pense, un angle un peu plus data privacy dans le cadre de cette présentation. Il est accompagné aussi de Géraud Rosenkrantz, VP stratégique au compte IMI et Denodo. Bienvenue Géraud aussi. Je pense que ta vision du marché et ton expérience, y compris par le passé d'intégration, sont intéressantes. Et je vais terminer par Yvan, VP Sales Enterprise France chez Snowflake, qui nous fera le plaisir aussi de participer, lui qui connaît l'histoire Snowflake depuis le début, puisqu'il faut toujours un salarié numéro 1 dans une aventure. Et je pense que cette tâche-là aussi, cette position-là, t'a permis de voir beaucoup de choses, y compris dans ta vie passée, mais particulièrement sur le data cloud. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Le thème qu'on a voulu vous porter était la data dans tous ses états. Effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que on n'a jamais eu un niveau de maturité aussi fort, je pense, autour de la donnée. Et malgré cette maturité, on constate que le stockage, le traitement, la collecte, le partage de données, les niveaux de maturité sont à la fois très contestables et très contestés. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir voir avec vous comment on décrète ou on décrète pas qu'une entreprise est data-centrique ou data-driven. Parce qu'en fait, aujourd'hui, que ce soit les personnes, les organisations ou les produits et les process, en fait, ça ne s'aligne pas par un coup de baguette magique. Ça serait trop facile et puis nous, ça ne nous rendrait pas service non plus. Donc, tout ça pour vous dire que ce sujet-là est volontairement ouvert pour que tous les intervenants et l'intervenante par Florence ici présente puissent apporter justement leur vision. Et afin de rentrer dans le sujet, je pense qu'on pourrait commencer par une première question. On a un peu préparé. Ah, Gabriel. Ouais, on t'entend plus. Gabriel, on t'a perdu. On t'a perdu, Gabriel. C'est du live. C'est la preuve, là. Hein. Non, on t'entend pas. Oui, toujours. Oui. Voilà. Je suis revenu. Tu n'avais pas rechargé ton casque Bluetooth. Les aléas du direct. Donc, le casque a décidé de se réveiller. J'espère que ça ne résonne pas trop. Je vais essayer de le faire le moins résonner possible la salle dans laquelle je suis. Effectivement, j'étais sur une première question pour toi, Yvan. Si je te dis data literacy ou le dernier kilomètre de la data, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça évoque plein de choses. Plein de choses. Juste avant de répondre à la question, je reprendrai juste ce que tu as présenté parce que, c'est la data dans tous ses états. Tu parles, il n'y a jamais eu autant de maturité. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu autant de maturité.
Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'attention sur le sujet de la data et ça ne fait que croître sur ces dernières années, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une maturité. Et je dirais même que la data, elle est dans tous ses états parce qu'il y a un écart entre le niveau d'attention et le niveau de maturité qu'on peut observer sur le marché. Un niveau de maturité des entreprises, et quand je dis les entreprises, c'est les divisions métiers, la conscience qu'elles ont de la data et de son exploitation. Il y a un niveau de maturité qui est différent selon les entreprises sur où est-ce qu'elle en est la technologie aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait de la data il y a 20 ans, qui ne se sont pas mis à jour, qui pensent encore les modèles de données aujourd'hui sur le modèle des data warehouse qu'on vendait en 2010. Et il y a eu peut-être une exponentielle d'innovation entre 2010 et le cloud a démultiplié encore les possibilités, en fait, le champ du possible. Et le gap qui est entre 2010 et 2020, c'est le même gap abyssal de data qu'il y avait entre 1970 et 2010. C'est vraiment assez phénoménal. Donc, pour en revenir à ça à la fin, le vrai sujet, c'est ce sujet de data literacy. Quand je dis toujours, le vrai bloqueur à la fin, c'est toute cette data. Nous, on est vendeurs, donc nous, on pousse des technologies en disant la techno, elle est dispo. Mais c'est Rabelais qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si je fais de la techno pour de la techno sans en avoir une finalité, ça ne me sert à rien. Et le principal bloqueur que je vois, moi, dans les organisations, j'ai un sujet de disponibilité des personnes technologiques, on n'a pas assez de bras. On a un sujet de montée en maturité sur les technos, mais j'ai un vrai sujet d'appropriation du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent investir à la DSI qui dit qu'il faut de la data, mais il y a peu d'entreprises qui investissent dans et comment on lit une data. Comment la data literacy, c'est le fait de prendre la donnée et de la mettre et de l'interpréter dans un contexte. Donc, ça veut dire apprécier et apprendre la data. Et c'est des choses qu'on ne fait pas forcément à l'école ou alors en métrologie quand on fait des études d'ingénieur, mais c'est quelle est l'origine de la data ? Quelle est sa qualité? Qu'est-ce que je peux tirer de cette data? Je dis toujours à mes équipes, il y a le syndrome du… Et on l'utilise souvent dans les instituts de sondage, je crois que ça vient de l'INSEE qui m'avait raconté ça, c'est si vous allez interroger des patients dans une salle d'attente d'un médecin et vous dites « est-ce que vous vous sentez bien ?» vous aurez une analyse qui dira 90% des personnes interrogées en France se sentent mal. À l'inverse, si vous allez poser cette même question dans la rue, vous allez avoir le pourcentage inverse. La data literacy, elle pose cette question de OK, quel est le niveau de culture, d'acculturation sur qu'est-ce qu'on peut faire du résultat de cette technologie qui n'a jamais été aussi disponible. Ok, très clair. Et je pense que tu as raison, effectivement, quand je disais que la maturité n'avait jamais été aussi forte, c'est tout à fait faux. Et je pense que c'est la maturité plutôt de la capacité de traitement, de stockage et des capacités technologiques qui, elles, pour le coup, sont ultra matures. Et tu as très, très bien fait de reprendre ce point-là parce qu'effectivement, tout ça nous crée finalement aussi beaucoup d'interrogations autour de… on parle souvent aussi de la data literacy, on parle aussi beaucoup de data mesh, de data fabric et de donner du sens aux données. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais je pense qu'effectivement, une fois qu'on a fait ce fameux dernier kilomètre et qu'on parle d'animation et d'acculturation, le sens qu'on peut donner, et la profondeur et l'accès et l'exécution, c'est bien le cœur du débat, quoi. Oui, tout à fait, Gabriel. Et comme l'a dit Yvan, c'est aujourd'hui, il faut qu'on donne du sens à l'utilisateur final. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir impacter son activité. Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, même si on est du côté technologique, pour beaucoup autour de la table aujourd'hui, c'est de ne pas simplement s'enfermer dedans. Et il y a des notions, des architectures, des organisations, etc. Comme tu l'as évoqué, la notion de data fabric ou de data mesh, sur lesquelles il ne faut pas faire des erreurs de traduction, puisque c'est des notions de maillage ou de tissage, qui peuvent essayer de se rapprocher le plus possible de comment, au final, les utilisateurs, les métiers vont pouvoir s'approprier ces objets-là, ces objets data. Et pour essayer à la fois de prendre en compte la dimension qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, comme l'a évoqué Yvan, il y a toute l'évolution technologique qui a permis de faire beaucoup plus de choses. Il y a la prise de conscience de la data partout depuis longtemps, mais avec une accélération avec le digital. Et en plus, ces derniers mois, on le voit avec l'IA générative, le fait que les gens s'approprient ce sujet-là en se disant on va en avoir partout et ça va nous aider ou pas à plein d'endroits. Et donc, du coup, il faut être capable d'impacter l'organisation pour s'en servir, pour faire mieux, pour faire de manière plus concrète, mieux comprendre et ce genre de choses, et donc être en capacité de mettre à disposition rapidement des informations pertinentes auprès de l'organisation. Et aujourd'hui, les organisations technologiques sont quand même saturées de différents outils avec des initiatives
monolithique ou pas, réussi ou pas, abouti ou pas, des changements de technologie, et on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement disparate. Et c'est là où cette notion architecturale de fabrique, dans le sens tissage intensif, va permettre d'utiliser tous les moyens du système d'information pour les assembler correctement afin de livrer le plus rapidement la donnée. Et la même face de la même pièce, l'autre face de la même pièce, pardon, va être plutôt sur l'aspect organisationnel de la data et de dire aux utilisateurs, vous êtes dans un bon domaine, vous avez besoin d'objets data, vous avez besoin de produits data d'une certaine manière, et ce qui va vous intéresser, c'est comment les concevoir, donc comment concevoir les modèles, comment ensuite remplir ces produits, comme si c'était une bouteille, et enfin les utiliser, les consommer, donc d'être capable d'aller à un distributeur par rapport à ça. Et tout ça en se détachant, entre guillemets, de la technologie. Et c'est là où on va pouvoir utiliser ce maillage organisationnel avec des besoins, avec des gens qui peuvent modéliser et qui vont pouvoir partager des choses entre eux, de manière à la manière d'équipes qui vont ensuite pouvoir le partager dans les autres équipes, et de manière autonome en partie par rapport à tout ça. Et on aura à ce moment-là beaucoup plus de facilité pour avoir une rapidité dans la mise à disposition de l'information et pour que les gens se sentent impactés. Parce que sinon, même si on a les plus belles technologies, au final, on tombe dans le plus gros data lake ou data warehouse du monde, qui est dans Excel, et les gens manipulent les choses à leur propre niveau et pas au niveau de l'entreprise et pas au niveau du sens que ça peut donner dans le processus dans lequel ils s'inscrivent. Et donc, on voit bien que la technologie permet plein de choses et qu'il faut être capable de bien l'assembler pour servir rapidement le métier. Et c'est l'enjeu aujourd'hui de pouvoir opérer ça. Très clair. Donc, on est bien dans les manières de faire et je pense que dans cette notion de manière de faire, il y a lever des freins et en tout cas, il y a certainement par des méthodes certainement de petits pas, entre autres, mais pas que. Florence, quand on parle de petits pas, quand on parle de lever les freins, quand on parle d'impact à travers la donnée, de change, parle de mon quotidien. Que ça t'évoque? Voilà. Juste pour rebondir sur ta phrase d'introduction, justement, où tu parlais du dernier kilomètre. Alors, c'est le dernier ou c'est le premier kilomètre, la data littératie? Moi, je me questionne un petit peu quand même à quelle place. C'est un peu l'œuf et la poule. On en discutait, c'est vrai, par où est-ce qu'on commence? Parce que c'est vrai que pour qu'un projet data fonctionne, eh ben, il faut qu'il y ait l'appropriation des utilisateurs. Et en même temps, les projets data, ils changent aussi le quotidien des collaborateurs et leur métier, etc. Enfin, voilà, il y a tout un changement. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de se dire d'abord, en tout cas, c'est au moins en parallèle avec le développement, je pense, des projets techniques, c'est d'avoir cette prise en compte. C'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, mais il y a la dimension humaine et puis il y a la dimension psychologique, surtout des personnes aussi. Tu parlais de freins tout à l'heure, tu parlais, on sent le côté grêle, il y a un effet de mode autour de l'IA, etc. Alors, il va falloir démystifier. C'est très drôle de voir les a priori et à la fois les freins et puis des fois la survente aussi qu'on peut avoir par rapport à certains sujets. Donc, c'est vrai qu'il y a une dimension psychologique qu'il faut absolument, je pense, prendre en compte pour réussir à ce que ensuite le projet data tech soit le plus approprié possible et où il y ait surtout le ROI qui soit optimal derrière. Donc, je pense qu'il y a un petit peu la question quand même du dernier ou premier kilomètre. Et puis, la notion de donner du sens aussi. Moi, je beaucoup, ça fait vraiment partie de ce qu'on a pu ressortir comme bonne pratique, revenir au fameux why. Et pour ne pas faire juste de la data pour faire de la data, mais en fait, ça permet aussi de storyteller l'histoire. Quand on est un leader data, de savoir raconter l'histoire pour raconter l'histoire en mettant l'humain, le collaborateur au centre de cette histoire, qui comprenne bien qui il est, quel acteur, quel type. Il n'est pas que consommateur, que producteur de données, mais qu'est-ce qu'au final on va aussi attendre de lui en termes de responsabilité, en termes d'action, en termes de vigilance, pour travailler sur tous les sujets et des données, etc., qu'il peut y avoir autour. Mais voilà, ce côté sens qui va permettre à chacun de savoir où est sa place dans le cycle de vie de la donnée. Et par expérience, on s'est vraiment rendu compte que la clé, elle était là. C'était de réussir à ce qu'il y ait cette prise de conscience de « Ok, alors moi, je suis là, en fait. » Puis c'est tellement gratifiant de se rendre compte qu'on fait partie d'une aventure aussi fabuleuse. Et de savoir sa place, où est sa place. Et voilà, ça, c'est un des petits éléments clés aussi pour rebondir sur ce que vous disiez, messieurs. Non, mais je pense qu'effectivement, tu as raison. Et avant de donner la parole à Fabrice, parce que je pense que tu parlais de la place dans le cycle de données. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui est bien aussi concerné par ce sujet de
trouver la bonne place dans le cycle de la donnée, c'est Fabrice aussi, parce que sur des sujets comme le data privacy, je pense que la façon dont on l'aborde et la façon dont on doit le traiter, y compris en termes de maturité, de cycle, c'est pas du tout anodin. Moi, je donnerais juste un petit complément sur ce que tu viens de dire, Florence, sur l'œuf ou la poule, ou l'inverse, et ce qu'on constate. Et est-ce que le dernier kilomètre, c'est le premier, et inversement? Nous, ce qu'on peut constater comme intégrateur depuis 12 ans maintenant autour de la data, c'est que, ça dépend de la maturité, effectivement, en général, du codir, ou en tout cas de la direction de l'entreprise et de tous ceux qui participent aux décisions qui sont prises dans l'entreprise. Selon le niveau de maturité et les enjeux associés, on peut commencer par le premier kilomètre ou le dernier. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce kilomètre-là, en fait, à chaque fois qu'on le met bout à bout, le parcours qu'on va pouvoir créer est un parcours qui ne cesse de nous obliger à, comme un système de management de la qualité, en fait, à le mesurer en qualité et à vérifier que ce qu'on a fait à un instant T, à travers des méthodologies de persona ou autres, comme tu l'expliques assez facilement, et pas que, mais en tout cas de s'adapter aux différentes personnes, c'est quelque chose qui doit vivre. C'est un peu comme un client qui me dit, bon, alors, on doit mettre de la data gouvernance, date de début, 1er septembre, date de fin. Je dis, date de fin, il n'y en a pas. Okay. C'est déstabilisant, ça aussi. Ça aussi, c'est déstabilisant. Ah ouais, donc, très rapidement, il me dit, vous avez 2 solutions. Soit vous revenez sur ce que vous venez de dire, soit la porte de sortie est juste en face de vous. Je vais donner la main à Fabrice. Je pense que sur ces sujets de data privacy, à nouveau être au bon moment, sur le bon sujet, dans le cycle, c'est juste majeur. Parce que toi, en plus, tu arrives avec un angle très réglementaire, obligataire, qui est quand même très factuel. Néanmoins, c'est pas un critère de succès, en fait, dans la démarche. Non, tu as raison. Après, je te corrige un tout petit peu. C'est pas l'angle réglementaire qui doit être mis en avant forcément. Il y a la protection de l'information, la protection de la donnée. On entend parler de leaks régulièrement. On entend parler d'hôpitaux, de mairies, de collectivités qui se font pirater. Donc, il y a la notion, bien sûr, de se protéger soi-même. On en discutait quand on préparait la réunion ensemble. Quand on met une ceinture de sécurité, on la met pour qui? On la met pour soi ou pour le gendarme qui va nous contrôler. Donc, à un moment donné, cette question de la privacy est quelque chose qui est important à prendre en compte et qui est nécessaire d'être pris en compte au plus haut niveau. Et pour autant, ça complexifie les usages parce que lorsque l'on met des contraintes à l'exploitation d'une donnée à caractère personnel, c'est embêtant, alors mais c'est nécessaire. Hein, quand on est, nous tous, des individus, savoir que notre donnée n'est pas utilisée de manière anarchique, on est tous contents d'avoir ce RGPD qui est venu mettre un peu de l'ordre et mettre en avant cette notion de confidentialité. Mais malgré tout, d'un point de vue data, quand on parle de la data dans tous ces états, c'est sûr que la privacy, la confidentialité, la sécurité est venue rajouter quelque chose en plus par-dessus, puisque la classification d'une information, il faut la faire avant de savoir ce qui est de l'ordre du privé, de l'ordre du sensible et ce qui ne l'est pas. Et après, derrière, la diffusion de cette information dans des grandes entreprises, tout aussi complexes que peuvent être les entreprises du CAC 40, ça, c'est un challenge. D'ailleurs, le dernier baromètre de l'Association française des DPO, les DPO disent en grande majorité, on n'est pas complètement certain de la protection et la confidentialité des données au sein de notre entreprise. Parce que c'est un sujet qui n'a pas de fin, à nouveau, parce que les réglementations peuvent changer, parce que les organisations sont parfois tentaculaires et que ces projets-là doivent être initiés à un moment donné. Hein. On en revient toujours un peu à ce qu'on dit. Il faut commencer à un moment donné, même petit, mais il faut commencer et arriver à insuffler ces choses-là. Parce que de toute façon, il y a un intérêt. Si on est trop contraint par les freins et par les blocages, et bien finalement, on va pas exploiter autant qu'on le voudrait, autant qu'on le souhaiterait, ces informations qui ont de la valeur pour l'entreprise, quand d'autres peuvent le faire. Donc finalement, on est en phase de distorsion, peut-être de concurrence, avec des gens qui pourraient mieux faire que moi avec mes données, avec des données personnelles. Donc, prendre en compte que la confidentialité, c'est à la fois un atout et une contrainte. Et aujourd'hui, on peut s'y prendre avec des techniques et des approches qui n'existaient peut-être pas à l'époque. Le RGPD n'a que 5 ans et on faisait peut-être moins ça, mais il faut le faire plus aujourd'hui. Aujourd'hui, sur LinkedIn, on a tous lu, en tout cas certains d'entre vous, Criteo s'est pris une belle amende de 40 millions par la CNIL. Donc, la CNIL publie ce genre de choses. Les sanctions commencent à devenir importantes. Donc, voilà, ceinture pour soi ou pour le gendarme, mais dans tous les cas, il faut le mettre. Gabriel. En fait, ceinture pour les deux. Ceinture pour les deux, bien sûr. Oui.
Gabriel, je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Fabrice? Bien Ne me sûr. contredis pas, Florence, ne me contredis pas. Hein, d'accord. Si, vas-y, si. La contradiction, si, c'est bien. Il faut contredire Fabrice. Vas-y. Alors, en fait, non, c'était pas pour contredire, c'était pour rebondir et faire le lien entre ce que tu viens de dire et le développement de la culture data. En fait, je me suis rendu compte que des fois, justement, cet environnement réglementaire pouvait être super intéressant comme outil d'acculturation parce que c'est aussi quelque chose qu'on vit à titre individuel. Quand tu vas sur les sites internet, les histoires d'acceptation des cookies, etc., les sujets RGPD, on le vit aussi à titre perso. Et donc, faire ce lien entre tu le vis à vie perso, mais est-ce que tu sais ce qui se passe derrière et ce lien avec l'univers professionnel, finalement, ça peut devenir une ouverture de chakra personnel pour ta vie perso, mais qui peut avoir finalement un impact sur ta vie pro. Et ça permet de mieux comprendre assez facilement le sujet. Il y avait ça, peut-être comme première réflexion. Et puis, deuxièmement, il y a même des boîtes qui vont un peu plus loin par rapport à ça. C'est tout le côté éthique derrière les données. Il y a des entreprises qui développent la culture data, par exemple, en faisant réfléchir les collaborateurs à un manifesto autour des données. Quelles sont les valeurs avec lesquelles on a envie, on décide de traiter les données, quelles sont les limites qu'on se donne, qu'on se fixe. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça développe la culture de l'entreprise en parallèle avec la culture des données. Donc, ça aussi, je trouve que c'est des liens qui sont intéressants. C'est Technip Energy, par exemple, qui a mis ça en place. Voilà, c'était juste un petit rebond complémentaire. Bon, tu n'as pas contredit Fabrice, on est un peu déçus, mais effectivement, non, mais c'est pas, on va y arriver d'ici la fin de ce webinaire. Oui, on va le faire. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est voilà, la maturité, je pense que la maturité, on le dit, enfin, on l'a dit, on le redit, on le redit. Quand on parle de la data dans tous ces états, c'est sûr que la maturité est la clé d'une initiative ou d'une non-initiative. Donc, en privacy comme dans toute autre chose, en privacy comme en data comme en usage, la maturité est quelque chose qui, en tout cas pour nous, est important d'arriver à transmettre des choses et à éduquer. En toute modestie, nos interlocuteurs sur des choses qui peuvent être faites, sur des initiatives qui peuvent être lancées, et finalement parfois démystifier des contraintes qu'on s'imagine comme des montagnes, mais qui peuvent être finalement adressées avec un peu d'intelligence et avec facilité. C'est toute son expérience qui peut être utile dans ces cas-là. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, je voulais juste faire un petit point, enfin un petit recul en fait. Si on se place dans les chaussures de nos clients. Certains clients font de la data depuis toujours, hein, la banque ou les telcos, mais d'autres, la data, c'est juste les rapports annuels et les éléments. Et en fait, ils sont un peu bouleversés. Alors, bouleversés parce que leur rapport a changé. Avant, pour pouvoir faire des choses, il n'y avait pas la technologie, où elle coûtait extrêmement cher, où elle était extrêmement longue. Aujourd'hui, on est dans un domaine dans lequel il y a plus de possibilités que ce que les clients sont capables d'exploiter. Que ça soit en capacité de calcul ou en capacité de traitement, ou que ça soit en rapidité d'implémentation. Aujourd'hui, on a l'équivalent. Enfin, il faut se dire qu'avec Snowflake, mais je ne fais pas ma pub, ce n'est pas le sujet. Mais en un instant, parce que c'est comme ça que j'ai rejoint la boîte, en un instant, en 1 heure, je peux recevoir un accès à un environnement qui est l'équivalent de la grille de calcul du CERN en 1980. Et je suis un particulier sur Internet en mettant une adresse email. Il n'y a plus de limitation. De l'autre côté, j'ai l'IT qui pousse. Il y a aussi plein de nouveaux paradigmes qui sont apparus. Enfin, on a parlé de data fabric, de data mesh. Enfin, je veux dire, ça arrive. Donc, il y a tout un écosystème aussi de consultants qui est à la pointe et qui vient dire à chaque client, oui, mais vous savez, on peut faire ça, vous devriez faire ça, vous êtes en retard, vous avez ceci. Et puis, vous avez des contraintes qui apparaissent qui sont réglementaires. Et donc, pour beaucoup de clients, derrière, pourquoi la data elle est dans tous ces états, c'est qu'il y a un vrai sujet. C'est d'abord, par quoi je commence ? Par quoi je commence ? Et pourquoi je commence par celui-là plutôt que celui-là ? Donc, tout ce qui est intéressant de ce que Florence vient de citer ou ces sujets, c'est d'abord et avant tout, hein, c'est comme dans le couple, ça commence par la communication. Le fait d'avoir des sujets et de lancer des discussions autour de ça, ça permet aux clients de se dire, OK, et c'est encore une fois science sans conscience, c'est quoi mon intérêt dans la data, c'est quoi mon intérêt métier, c'est quoi ma capacité à faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un client qui m'a dit, oui, il y a un de mes partenaires qui m'a dit, je vais te mettre un data scientist et puis tu vas voir, on va faire parler la data, ça va être extraordinaire. Et je lui ai dit, c'est une super fausse bonne idée. Parce que la réalité, c'est que qu'est-ce que tu vas faire ? Toi, tu vas constater que la data, elle parle. Mais derrière, tu n'as pas d'infrastructure technologique, tu n'as pas d'IT, tu n'as pas les personnes pour le faire et pour prendre le relais. Et en face de toi, tu as des gens qui n'ont pas été acculturés, dont le maximum de conception mentale, c'est un rapport d'en clic.
avec des couleurs qui changent en fonction du carré. Voilà, et on peut faire un drill down pour passer d'un écran à un autre. Donc, je dis souvent à mes équipes, si vous aviez une machine à remonter dans le temps et que vous alliez au Moyen-Âge, vous auriez une lampe, vous auriez une, comment dire, un flambeau. Non, pas un flambeau, justement, une lampe électrique. On vous aurait appelé en disant magie. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant qui va à l'école, il sait qu'il y a des piles, il sait que c'est de l'électricité, il sait qu'il y a une lampe et c'est de la science. Bon, ben pour la data et le LLM pour moi aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est en fait un côté magique, personne n'a soulevé le capot, personne n'a regardé, personne n'est éduqué, et tout le monde regarde ça. Enfin, moi, j'ai l'image de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec des singes avec un bâton qui tapent sur sur un monolithe noir. Voilà. Donc, pour refaire le point, en effet, ces sujets-là, par exemple, en tout cas, ce que disait Florence sur l'acculturation, comment on arrive chez le client à ramener ce que c'est la data au quotidien des gens pour qu'ils se saisissent du sujet? Comment on peut prendre l'aspect réglementaire pour amener les gens à se poser la question? Voilà, je pense que c'est des bons points de départ. C'est pourquoi on doit le faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, communication ou marketing plutôt? Moi, le mot communication, j'ai un peu de mal à côté du mot acculturation. T'as vu, je contredis, hein, Gabriel, hein. C'est bien, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Parce que pour moi, communication, c'est auto-centré. C'est justement… Enfin, quand on intervient dans les data office, c'est souvent un peu le cas. On raconte ce qu'on a fait, ce qu'on a déployé, ce qu'on a mis en place avec des mots super techniques, super complexes. Et comme on est chief data officer et qu'on adore être super exhaustif et voilà, et précis et pas faire du marketing, c'est souvent un gros mot. Quand j'arrive en disant on va marketer ton pitch, ouh là là là, non, moi je veux dire la vérité, la réalité. Oui. Alors, c'est chouette, mais moi, mon travail à moi d'acculturation des chief data officers, c'est et on y arrive, hein, mais c'est vraiment de se rendre compte que l'important, c'est l'impact et la manière dont les personnes vont percevoir le message. Et donc, ma philosophie, c'est plus de travailler avec une démarche, au lieu de com, plutôt de marketing, c'est-à-dire en se mettant avant tout dans les bots, mais c'est ce que tu disais aussi, Yvan, tout à l'heure, dans les bots de celui qui va recevoir le message pour tenter d'avoir en tête ses freins à lui qui sont spécifiques, ses appréhensions, son contexte, enfin voilà, ses contraintes, ses peurs, ses appréhensions, et que du fait, le message et la manière dont on va le pousser soient adaptés au bon cran, au bon niveau et avec le bon angle. Et voilà, par exemple, par expérience, ça peut être une manière, en tout cas, de le rendre plus efficace et voilà, donc pour moi, c'est plus une démarche market qu'une démarche de communication. Après, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'il faut aussi travailler vis-à-vis du codir et le côté com. On est plus des fois dans un côté un peu plus corporate dans ce cas-là. Mais même dans ce cas-là, ça dépend aussi du degré de maturité du codir et la manière dont on va pitcher. Je travaille avec plusieurs chief data officers que je prépare pour leur codir et à chaque fois, c'est le sujet. T'es sûr que quand tu parles de gouvernance des données, c'est vraiment ce que c'est, ils savent vraiment ce que c'est en face? Alors, on va essayer plutôt de le présenter autrement. Mais voilà, il y a toujours ce sujet-là en tout cas. Mais tu as raison et je pense que pardon, vas-y Jérôme, je t'en prie. Ce besoin d'acculturation est nécessaire parce que même si on a de la technologie aujourd'hui, il y a tout un aspect de la data qui est très mécanique, qui est tous les aspects réglementaires, reporting, de comptage d'une certaine manière, plus ou moins complexes, mais qui sont très mécaniques et qui sont gérés, qui ont évolué dans le temps grâce à la technologie aussi en termes de rapidité, d'efficacité. Mais après, il faut donner du sens. Et c'est ce qu'on dit plus ou moins tous, et ce sens-là va permettre de construire les usages. Parce que si la technologie ne fait qu'apporter la data sans usage, en fin de compte, on n'apporte pas grand-chose. Il faut que les gens puissent être engagés, c'est-à-dire qu'ils comprennent les possibilités de ce qui est disponible pour eux, de ce qui va permettre d'être impactant pour eux et de comprendre là où ils se trouvent dans la chaîne. Et l'un des avantages aujourd'hui, technologiquement, c'est-à-dire les bons qu'on a fait ces dernières années, les assemblages technologiques qui sont possibles, c'est que là où avant, il y avait des temps de construction qui étaient longs, c'est la plupart du temps des exemples qui sont connus de tous, de voir dans des grandes organisations, des temps de fabrication qui sont en mois, pour avoir un indicateur et pour être capable de l'utiliser et qui se retrouve du coup sans sens par rapport à l'utilisateur qui en avait besoin immédiatement pour prendre une décision ou par rapport à un événement. Et on l'a vu ces dernières années avec le Covid, le confinement, malheureusement la guerre aujourd'hui, tous ces événements qui étaient des choses imprévues qui ont obligé chacune des entreprises à se réinventer ou à prendre des décisions rapidement sur des questions qu'elles ne s'étaient jamais posées.
Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques, on peut adresser des choses qui répondent au sens, aux besoins d'information pour prendre des décisions pour les utilisateurs. Mais si eux-mêmes ne sont pas éveillés aux possibilités, on n'arrivera pas à apporter de la valeur avec la data. Et c'est là où il faut, sur la base de ce sens-là, être capable d'expliquer quelle technologie, quelle façon de faire va permettre d'accélérer, simplifier tout ça, répondre aux réglementaires et éveiller les directions sur l'efficience que ça peut amener. L'accès à la data est aussi, je dirais, au cœur du problème, au cœur du sujet, parce que avoir des bonnes idées, avoir des bons sujets, avoir des bonnes personnes, avoir des bonnes compétences, avoir les bons outils, mais avoir la difficulté d'accéder aux données. Je reviens sur ce que disait Géraud tout à l'heure avec Excel. Si les gens font de l'Excel, c'est parce que c'est facile d'accéder à une donnée dans Excel et de la manipuler soi-même rapidement. Alors, elle n'est peut-être pas exhaustive, c'est peut-être pas idéal ni très beau en représentation graphique ou visuelle, mais malgré tout, si moi, en tant qu'utilisateur, j'ai du mal à accéder à une information et ça prend des mois, on le disait tout à l'heure, de sortir un KPI, c'est rébarbatif, c'est bloquant et ça me détourne finalement de mon IT et de ce que va apporter les nouveaux outils. Donc, il y a le travail de gouvernance, le travail de data management, le travail de découverte et de s'appropriation de. Ah, il a été censuré, Fabrice. Ah, il a pas dû payer l'abonnement Internet là. Et du coup, de la on l'a perdu. et de la rendre disponible facilement. Ça y est, il est revenu. Entendable pour les équipes, sans quoi on les perd. Ah. Mais je pense que c'est un point très important que tu viens de nommer, Fabrice, et j'y pensais effectivement, qui est la gouvernance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, chez nos clients, encore sauté, les initiatives, les envies, les projets, la feuille de route, la stratégie, en fait… Magnifique. Ce que tu disais, Florence, est assez lié aussi et assez vrai. Je pense que quand on se regarde dans son périmètre, en utilisateur d'Excel, sur les enjeux, sur sa feuille de route, sur la compréhension de ce que la data peut apporter, de comment je dois l'utiliser, est-ce que c'est une matière riche, pas riche. À partir du moment où on met en perspective sur l'organisation, sur les enjeux qui sont associés, sur ce que ça permet de faire et comment on le fait et comment on arrête de le faire pour le stopper, parce que finalement, on parlait de maturité. Je pense que notre rôle, et quand je vous écoute, c'est comme ça que je le ressens, en fait, on est des médiateurs qui permettent en fait de regarder comment je donne du sens, comment j'anime, parce qu'entre la communication et le marketing, pour moi, il y a un mot-clé, c'est l'animation. C'est comment j'anime en fait à la fois les hommes et les femmes qui interviennent autour des sujets, comment j'anime les codires, comment j'anime l'organisation, comment je fais vivre au sein de l'entreprise et au sein des organisations, qu'elles soient privées ou pas d'ailleurs, comment j'anime en fait le pourquoi. Et parce que ce pourquoi-là, en fait, à nouveau, il doit vivre, je dois me l'approprier, il peut changer. Et c'est ça qui est important à travers la data gouvernance, c'est qu'on fixe un cadre. Et on n'a jamais vu autant de clients, nous, aujourd'hui, qui sont prêts, matures, je ne sais pas si c'est mon terme, en tout cas prêts, et qui ont compris qu'à un moment donné, il fallait gouverner. Et si la gouvernance, elle doit être assez light au début, elle doit permettre de définir un cadre dans lequel, en fait, tout le monde doit pouvoir se retrouver. Et après, le médiateur aide à composer et on fait des périmètres. Et puis, il y a des moments où le médiateur, en fait, se retire et laisse faire les organisations parce qu'il y a certains moments où on doit dire on fait pas. Parce que sinon, c'est ce qu'on raconte depuis le début, la médiation, c'est aider à comment je fais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas faire. Et en fait, il faut faire, se tromper, rectifier, refaire. Et c'est ça aussi, je pense, votre quotidien. Et c'est ça qui fait que la data dans tous ses états, à un moment donné, oui, elle est dans un aspect très physique, très psychologique. Mais en tout cas, elle permet d'avancer. Et sur des sujets majeurs, on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas le thème, mais c'est un sujet qui est quand même plutôt important et où la data joue un rôle majeur. C'est tout ce qui va tourner autour de la performance, non pas des entreprises, et encore que, mais performance énergétique, l'ESG, la sustainability. Ça, c'est très concret, hein, parce qu'à un moment donné, la donnée, elle permet de savoir si je dois effectivement baisser ou augmenter ma production, et c'est plutôt l'augmenter, et baisser ma consommation. Et ces enjeux-là,
ben, ils sont traités par de la data. Hein. Il y a pas, et tout ce dont on parle depuis le début, data scientist, data engineer, data architecte, toutes ces compétences-là et tous ces talents-là ont un objectif très clair à travers ces sujets-là, c'est de se servir de la donnée pour pouvoir prendre ces décisions. Donc là, c'est très concret pour le coup. Et les entreprises qui mesurent leur empreinte carbone, etc., là, c'est pas de l'ordre du rêve ou on a peut-être besoin de le faire. Ah non, c'est acté, urgent et c'est dans la to-do, quoi. Alors, il y a 2-3. Avec Fabrice, vous avez ouvert 2-3 boîtes qui sont intéressantes. Il y a une première, il faut se dire, en 2023, pourquoi la data est dans tous ces états et quel est l'enjeu? Le sujet qu'on a encore avec beaucoup de clients, parce que de la data, tout le monde en a à un moment ou à un autre. Il a un patrimoine, que ce soit des PDF, que ce soit des fichiers Excel, tout le monde en a. La question, c'est pourquoi je dois en faire plus et pourquoi je dois la faire différemment de ce que je faisais avant? Pourquoi je dois ouvrir des rôles de data scientist? Pourquoi je dois… Voilà, c'est pourquoi je dois le faire. Le deuxième point aussi qui a changé, dont il faut se rendre compte, c'est que le cloud, et notamment tout ce qui est avec le SaaS, l'instantanéité, a changé le paradigme. Il y a 10 ans, tout était question de on-premise. Donc, quand on commençait par n'importe quel besoin métier, on avait une barrière à l'entrée qui était un coût, et puis derrière le coût, il y avait un projet. Il faut acheter des serveurs, des machines, de l'infrastructure. Donc, quand Fabrice parlait de l'accès à la donnée, avant d'avoir simplement un système qui permet de donner un nez aux utilisateurs, tu avais déjà entre 1 an et 2 ans. Bon. Aujourd'hui, la donnée, elle est immédiate. Tu prends une souscription pour un clic online, tu prends une souscription pour un tableau online. Je ne connais pas encore bien l'offre de Denodo si elle est online, mais un Snowflake, tu le mets et tu peux mettre tout de suite dans les mains des utilisateurs. Tu skips. Il y a aussi un sujet de maturité dont on ne parle pas, c'est les organisations IT. Les organisations IT, elles travaillent depuis 40 ans, 50 ans peut-être si on inclut les mainframes, sur des projets cycle en V. 3 mois pour un cahier des charges, 12 mois de sélection, 3 ans de projet. Voilà. Monsieur le client, la simplicité, elle arrive dans 5 ans. Là, aujourd'hui, les gens, pour l'IT, ils n'ont pas encore des gens, on parle d'acculturation, on parle de communication. Il faut des gens qui soient détachés de la technique. C'est-à-dire que quand j'ai un Snowflake, j'ai déjà plus de sujets, d'explications complexes. C'est quoi ton enjeu de la donnée, ta gouvernance, OK. Voilà, il faut que je sois prêt à raccourcir mon cycle et aller parler avec les gens dans leur métier. Ça tire aussi des questions d'organisation, ça tire aussi le fait qu'on peut faire des sprints maintenant. Donc, si on parle méthode d'implémentation, on peut faire de l'agile avec de la donnée. Bien sûr. Donc, on peut faire des itérations rapides et on peut accélérer en fait la mise à disposition des datas. Voilà. Donc, ça, c'était les sujets que tu avais ouverts. Je pense que ce qui a changé aussi radicalement quand même, c'est que les offres, leur rapidité d'exécution et la disponibilité du cloud ouvrent une palette pour tous les clients de se dire je vais pouvoir aller plus vite. Une fois que j'ai un peu réfléchi, que je me suis un peu acculturé, je vais pouvoir aller plus vite pour bénéficier des bénéfices de tout ça. Et après, ça me permet de me rendre compte aussi, tu prends n'importe quel projet à la fin, ça peut se ramener à de la data. Parce qu'à un moment, à peu près tout, aujourd'hui, peut se mesurer via des capteurs et on en met à peu près partout. Et à la fin, tu peux les rassembler et les analyser. Et on revient à la question de quelle priorité, pour quel usage et pourquoi je veux faire ça plutôt qu'un autre. Et si tu prends l'ESG, ça vient avec du réglementaire et il va y avoir une deadline et c'est aussi un sujet qui peut aider à prendre. Pardon, Géraud, je t'ai coupé. Non, je disais, je te rejoins complètement. C'est vrai que ce qui a changé diamétralement par rapport à avant, pour certains d'entre nous, ça fait longtemps qu'on est sur le sujet, c'est l'immédiateté de la disponibilité des moyens et qui peuvent s'assembler entre eux assez facilement et qui changent quand même la donne par rapport à des phases qui étaient assez longues d'installation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, puisqu'il y a toujours les interconnexions des outils entre eux, etc., qui peuvent être plus ou moins compliquées, etc., ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on a une disponibilité immédiate des moyens, une scalabilité en même temps immédiate des moyens grâce au cloud et à ce genre de choses. Et même avec la façon d'architecturer tout ça en termes de containerisation des moyens sur des infrastructures qui seraient physiques, etc. Néanmoins, on a 2 enjeux qui reviennent toujours sur la notion de sens. C'est même si on fournit tout à un utilisateur final, si c'est pas quoi en faire en termes d'usage, c'est même pas se former, il en fera pas grand-chose d'intéressant. Il fera des listes, voire il fera rien du tout avec. Et le dernier enjeu, c'est le sens va nécessiter de savoir qu'est-ce qu'on va collecter. Parce que si on a les moyens disponibles extrêmement rapidement, l'important maintenant, ça va être de dire comment rapidement
je remplis cet environnement technique d'informations. Et ça, j'ai besoin de me connecter, et de collecter des informations qui viennent des systèmes sources. Et on a tous autour de la table des moyens de croiser nos moyens éventuellement pour accélérer tout ça, mais c'est véritablement l'enjeu. Et c'est là où, à certains moments, les organisations techniques ne comprennent pas que c'est le maillon faible dans l'investissement qu'ils font, de ne pas avoir pris la dimension du temps de collecte qu'ils vont avoir à construire pour rendre ces systèmes opérants et pour qu'ils prennent toute leur valeur, c'est-à-dire la capacité de calcul distribué qu'il peut y avoir et la simplicité qu'il y a de scalabilité dans un Snowflake, ou la capacité de partager la donnée à l'intérieur d'un Snowflake. Il y a besoin aussi d'être capable de l'alimenter quelque part. Nous, on va pouvoir proposer des choses, on a des clients communs, etc. Mais c'est vraiment la collecte qui va devenir et qui devient aujourd'hui le tendon d'Achille de ces organisations. Et de l'autre côté, ça va être l'usage, d'être capable d'imprimer des usages qui alimentent tout ça et qui le dynamisent. Pour rebondir sur ce que tu disais, Géraud, ce que je trouve, j'aime beaucoup ton expression de l'éveil. Tu sais, la mission un peu d'éveil. Et je reprends la formule de Gabriel, la fonction de médiateur un petit peu qu'on a. Je me permets, je les garde, je les trouve intéressantes toutes les deux. Éveil et médiation. Et je me permets de partager peut-être 1 ou 2 exemples de la manière dont ça peut se faire concrètement quand on a envie de jouer ce rôle de médiateur. Ça me fait penser à 2 choses. Un truc qu'on fait pas mal et qui fonctionne vraiment bien, c'est le syndrome du ils le font ailleurs et ça marche bien. C'est au lieu d'être dans un message, et c'est parce que c'est souvent difficile pour le Chief Data Officer de porter juste un message en disant vous pourriez faire ça, voilà, il y a un petit peu un côté descendant. Et le fait d'inviter quelqu'un d'externe, que ce soit un directeur conseil d'une boîte de conseil ou que ce soit un Chief Data Officer d'une autre boîte qui n'a absolument rien à voir, mais qui va venir et qu'on va faire parler et qui va partager ce qu'il fait avec la donnée, comment ça se passe, ce qui est compliqué, ce qui est plus facile. C'est ce côté témoignage d'un acteur externe, ça peut être un vrai levier pour avoir un peu ce côté éveil. Et ça marche aussi bien avec les codir qu'avec des pairs pour d'autres profils dans l'entreprise. Et puis l'autre, c'est le côté témoignage d'utilisateurs de cas d'usage. C'est quelque chose en tant que médiateur aussi qu'on fait beaucoup, c'est identifier ceux qui en profitent des cas d'usage qui sont mis en place et qu'on fait parler pour qu'ils racontent combien de temps ça a pris à leur équipe pour le mettre en place, des trucs très pratico-pratiques, mais qui peuvent permettre ensuite à d'autres potentiels porteurs de projets ou de cas d'usage de se dire tiens, ça pourrait être pour moi en fait. Voilà. Et j'aimerais bien le faire chez nous. Voilà, qui a un petit peu ce côté-là. Donc ce côté médiation et ce côté médiation par l'interne des cas d'usage et aussi par l'externe, par des acteurs externes qu'on peut inviter, ça peut être des moyens d'amener cet éveil. Non, je sais pas. Alors, on va parler technique de vente. Okay, parce que tu ramènes un sujet, tu ramènes un sujet de technique de vente. Tous les gens qui sont autour de cette table, on est dans des sujets, on vend de l'innovation. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui n'ont pas conscience qu'il y a une solution qui est différente de ce qu'ils font, qui peut leur amener des choses supérieures. Donc, naturellement, le cerveau humain, il a une résistance au changement. Il va rester sur son paradigme existant. On démontre en psychologie, en fait, que si je viens et que je dis « vous avez besoin de ça », il y a un syndrome, il y a une opposition. Si on demande à quelqu'un « ah, est-ce que vous avez des problèmes ?» il va répondre « non, pas du tout ». Parce qu'en fait, il y a un mécanisme du cerveau qui n'aime pas s'exposer, qui va rester dans cette zone-là. Donc, le seul moyen de faire ce qu'on appelle le déni. Le seul moyen de faire sortir quelqu'un d'une zone de déni, c'est pas de dire « vous avez besoin de ça, je suis éditeur, je suis parti pris ». C'est de dire « petit 1, votre champ du possible est plus large que les bornes de votre imagination. Il y a un autre ailleurs. Donc, regardez, il a été fait. » Et une fois que les gens s'accoutument à l'idée que ça a été fait, la deuxième question qui est pour eux, c'est « mais est-ce que c'est faisable chez moi ?» Et donc là, on arrive au comment et les questions. Mais c'est comment et ça se déroule. Mais notre métier aujourd'hui, enfin en tout cas moi, une bonne part de mon métier, c'est essentiellement de mettre des clients en commun pour qu'ils se parlent les uns aux autres en disant « mais tu sais, moi j'ai fait un nouveau modèle de détection de fraude. Moi j'ai l'assurance, Et en même temps, d'un autre côté, on en revenait au début, j'ai des grands acteurs comme le Gartner qui disent qu'il faut apaiser le monde. Donc voilà, on est dans une apaisation du monde. Il faut plateformiser l'organisation, il faut plateformiser l'assurance, il faut des originateurs et des distributeurs. Personne n'a aucune idée de ça. On parle de concepts assez flous sur lesquels il n'y a pas d'implémentation technique.
Et donc, d'un côté, il y a des sollicitations complètement abruptes, des gens qui travaillent comme ils travaillaient depuis 10 ans, et puis nous, qui mettons des gens en communication en disant, bah, écoutez, derrière tout ça, je ne suis pas sûr, mais lui, il a fait ça et ça peut vous intéresser. Donc, je te rejoins en tout cas. Mon histoire longue, c'est-à-dire, c'est notre quotidien, c'est aussi formalisé en termes de méthode de vente. Et en fait, c'est un peu notre métier quand on vend de l'innovation, d'accompagner les clients à se dire, c'est possible et c'est possible chez moi. C'est tout à fait ça. C'est toujours cette fameuse approche de marketing, quoi. En fait, tu as raison. Même pour le Chief Data Officer, c'est à lui de réussir à vendre en interne, quelque part, ces nouveaux usages. Bien sûr. Je vois qu'il est 45, ça fait, enfin qu'il est 15, pardon, ça fait 45 minutes qu'on échange autour de ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, Thomas. Est-ce que tu vois des questions? Moi, j'en vois pas. Vous avez un chat en parallèle qui permet de poser des questions. N'hésitez pas à le faire parce que je crois qu'on avait prévu un petit quart d'heure pour des questions. S'il n'y a pas de questions, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on trouvera d'autres sujets. Hein. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Non, pas de questions. J'ai regardé, j'ai invité les gens à en poser, mais il n'y en a pas. Donc on sous-tendrait donc que tout ce qu'on vient de raconter est super clair. Pour moi, ça l'est. Mais je doute tout le temps. Donc, blague à part, s'il n'y a pas de questions dans le chat, ce que je peux vous proposer, ce qu'on peut proposer, c'est peut-être un petit point sur quels sont les 3 points clés, quoi. On vient de parler de data et de data dans tous les états. On est passé par le dernier kilomètre, les people, les process, le tiers de confiance, les médiateurs. Chacune et chacun, si vous deviez retenir 3 points qui vous paraissent hyper importants dans votre quotidien data, hein, que ce soit avec vos clients, vos équipes et vos organisations, c'est quoi les 3 points clés? Moi, j'en ai 2. Les 2, c'est pas bien aussi. Ouais, j'en ai 2. J'en ai un, et c'est vraiment le conseil aux clients par rapport à toute cette data aux États et par rapport à toute cette turbulence. Petit 1, c'est forgez-vous des convictions. Okay, prenez votre courage. Pour les gens qui ont la charge de la data ou qui, à un moment ou un autre, sont dessus, forgez-vous des convictions. Lisez, étudiez, rencontrez les fournisseurs, allez sur les salons. Le monde n'a jamais été aussi bouleversé, il n'y a jamais eu autant de technologie, d'innovation. Vous ne pourrez pas faire des choix éclairés si vous ne faites pas un minimum de convictions, et ces convictions, elles passent par du travail. Okay, il n'y a pas, sinon, vous risquez de vous planter. Le deuxième, c'est parce que la technologie, elles sont plus simples, parce qu'elles sont assemblages, comme elles peuvent faire des assemblages, comme on a parlé, Géraud, expérimentez. Et finalement, je dirais un troisième, donc expérimentez, faites plein de tests, même des petits, mais faites des tests, apprenez par des tests, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et le troisième, ne faites aucun test si vous n'avez pas un utilisateur métier d'une manière à une autre, que ça soit pour produire un KPI, mais ne faites rien qui soit de l'IT pour l'IT, ça ne sert à rien. Il y aura de sens à ce que vous faites que s'il y a un utilisateur qui vous dit « ça a l'air génial, mais c'est nul, je ne l'utiliserai jamais ». Par contre, vous produisez un truc qui techniquement vous paraît nul, mais le mec qui dit « est-ce que je peux l'avoir demain sur mon desktop ?» Vous avez réussi. C'est là le succès. Voilà, c'est ça mes 3 call to action. En tout cas, c'est ça mes 3 points. C'est noté, Yvan. Ouais, c'est très juste. C'est très juste. Je rajouterais que la gouvernance est un élément important. Alors, sans parler de privacy, pour parler de privacy, mais pour parler de toute façon de son patrimoine, voilà, qu'est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, que je sache finalement quand je rentre dans une bibliothèque, à un moment donné, parfois dans une librairie, je ne sais pas forcément ce que je veux lire, mais à un moment donné, quand je découvre que l'information est disponible et quand je découvre ces choses que je pourrais avoir, bah, ça peut éveiller également des consciences et des cas d'usage. Donc, à un moment donné, devant le fouillis que peut représenter certaines organisations IT et donc la difficulté de savoir ce que l'on a, à un moment donné, avoir l'information claire et avoir la découverte de son patrimoine data est une manière de toute façon que de désinhiber des envies, des idées et donc des cas d'usage. Donc, élément important. Et puis parce que de toute façon,
la réglementation est là, et donc si on ne sait pas ce qui se passe, ça peut être un peu le Far West aussi. Si on n'est pas là pour contrôler et voir, on peut être sur des usages. On parlait d'éthique, Florence parlait d'éthique. On peut rater ces choses-là. On peut rater sur la sécurité. On peut rater sur la conformité. On peut rater sur des clauses contractuelles légales qui nous imposent de ne pas faire telle ou telle chose. Donc, à un moment donné, sans cela, on peut rater plein de choses, tout autant qu'on peut permettre plein de choses pour les utilisateurs. Voilà. Pour compléter ces idées qui sont déjà données, je dirais qu'il faut essayer d'avoir des besoins, ça c'est fondamental, c'est-à-dire s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de moyen à mettre en face, ou sinon c'est se faire plaisir et dépenser de l'argent. Et à partir des besoins, avoir une logique de simplicité, c'est-à-dire d'être capable de l'adresser, pas partir de la problématique technique, partir de la simplicité de l'usage et de le décliner jusqu'à voir comment on va pouvoir le mettre en place. Ça ne veut pas dire avoir une vision monolithique, de dire j'ai besoin que d'une solution pour répondre à l'enjeu et aux besoins de mon utilisateur. C'est comment j'assemble, si c'est nécessaire, les choses qui me feront gagner du temps, qui seront agiles, qui me permettront d'être évolutif, parce que les choses changeront, bougeront, que l'usage, s'il fonctionne, appellera d'autres usages, appellera d'autres personnes à se lier aux moyens technologiques, et donc utiliser la technologie comme un moyen, comme un bloc de Lego qu'on va assembler en fonction des sujets, et pour être agile au niveau de l'entreprise. On a besoin des industries d'un point de vue technique qui peuvent générer du dogmatisme et de la volonté de vouloir faire que d'une façon parce qu'on a cru que cette façon était la bonne. Je pense qu'il faut rester éveillé. Des choses que j'ai pu voir il y a 25 ans n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et des dogmes d'il y a 25 ans n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et il faut être capable d'apporter ça aux différentes générations qui cohabitent avec des générations technologiques qui ont connu différentes révolutions, et pour apporter quelque chose qui simplifie. Et si c'est simple, ça sera rapide, et si c'est rapide, ça rendra les utilisateurs heureux et ça aura du sens pour l'entreprise. J'aime bien la notion de simplicité. Alors moi, les 3 petites idées que je vous propose, la première, c'est la notion d'empathie. C'est le fait que ça rejoint ce qu'on disait, c'est plus du marketing et pas de la com, donc c'est pas auto-centré. On fait de la culture data quand on est sans arrêt dans de l'empathie et tout le temps à se mettre dans les bottes de celui qui reçoit le message, comment lui il perçoit les choses, voir toujours les choses de son point de vue. Ça, c'était la première idée. Du fait, ça rejoint aussi la notion de position de médiation dont on parlait, qui pouvait être un des moyens de craquer ça. Et puis, l'objectif final étant de susciter l'éveil. Enfin, je reprends tous les mots-clés que j'ai entendus là, que j'aime bien. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est tout ça, c'est du temps long. Il faut accepter que ça prenne un peu de temps et ne pas s'empêcher, au contraire, de tous ces petits pas. Là, je reviens à ton mot des petits pas. C'est pas parce qu'on sait qu'au final, tout ça prendra du temps qu'il faut attendre. C'est tous ces petits pas qui permettent au final de développer cette culture data. Et puis, troisième idée, c'est marrant, c'est la data dans tous ses états. Mais en fait, tous les états, c'est aussi des moyens de développer la culture data, je trouve. Quand on parle de gouvernance data, mettre en place la gouvernance data, ça peut être aussi un moyen de s'aligner, de se retrouver autour de table, d'échanger, et donc un moyen de développer la culture data. Les sujets de RGPD dont on parlait, ça peut être un moyen de partager des convictions autour des données et de ce qu'on a envie de faire, pas faire avec. Donc, ça devient aussi de la culture data. Tous les projets data, c'est le meilleur moyen de faire de la culture data. Et je rejoins à fond Yvan. Faire des projets, il faut pas attendre d'avoir tout, il faut y aller. Et le fait d'y aller, c'est aussi ça qui permet de développer la culture data. Donc, en fait, tout est culture data. Ouais. Je suis d'accord avec vous, l'appétit vient en mangeant et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à pouvoir se nourrir. Moi, et on a faim. À ce propos, justement. C'est un bon moment pour aller manger. Mais moi, je retiendrai 3 points, si vous le voulez bien aussi. Moi, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'humaniser en fait nos démarches data, parce que en fait, la notion de sens derrière, et pas que le sens. La notion de talent, de recrutement et de comment j'anime en fait mes équipes, parce que je crois qu'on n'a jamais vu autant de jeunes ingénieurs ou de jeunes universitaires qui viennent dans les entreprises pour faire des projets qui ont du sens, et que si ça n'a pas de sens, ils s'en vont. Et ça, je pense que humaniser au maximum tout ce qu'on fait dans la data, au-delà de l'ESG, de la sustainability, qui sont forcément des sujets avec lesquels tout le monde est d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire polluer, c'est pas mon problème. Ou alors, s'il existe, il est un peu seul. Il existe, mais il est un peu seul. Mais en tout cas, la notion d'humaniser, de sens et de talent et de gestion des talents, pour moi, elle est primordiale.
Deuxièmement, on a parlé de gouvernance parce que je pense qu'on a besoin d'une vision soit top-down, soit bottom-up, en tout cas des deux, et une vision partagée et sur laquelle on peut ne pas être d'accord, parce que je pense que ne pas être d'accord, c'est un bon levier pour pouvoir faire avancer les sujets. Et le dernier point, parce que j'en suis pas plus convaincu, c'est ce qu'on vit aussi dans les projets qu'on peut faire avec nos clients sur certains sujets. Moi, je pense qu'on a besoin aussi de gamifier la façon dont on approche tous ces sujets-là, parce que vous l'avez dit, on est des experts, ou en tout cas, on essaye de l'être avec un langage assez fleuri de data XX ou data YY. Je pense qu'en fait, si on arrive à gamifier aussi et finalement à partager un langage commun, qu'on soit marketing, contrôle de gestion, quel que soit le rôle qu'on occupe dans l'organisation, gamifier, ça veut dire qu'on s'amuse et qu'on prend du plaisir à faire des choses. Et je pense que c'est primordial parce que vu les enjeux qui sont derrière, si à un moment donné, il n'y a pas un coup de fun, pas tout le temps, hein, il n'y a pas que des trucs sympas, mais on a quand même cette obligation et cette responsabilité-là de ne pas oublier que voilà, une journée où on ne rigole pas, c'est une journée qui est foutue. Donc, une journée où on ne s'amuse pas, ou un projet data où on ne s'amuse pas, c'est quand même pas forcément une bonne nouvelle non plus. Donc, il faut que ça se gamifie. Moi, je pense que la gamification, c'est très important. On a eu Thomas, on a eu une question sur le chat. Pensez-vous que l'accompagnement au changement lié à la data et l'acculturation pourrait être le rôle d'une seule personne dans une entreprise? Une ou plusieurs personnes pour tout ce qui est transformation, acculturation, data? Je ne sais pas si vous avez un avis. Déjà, c'est nouveau qu'il y ait des personnes qui s'occupent de ça. Enfin, moi, j'ai vu l'évolution. Il n'y avait pas de poste de personne. En général, ça faisait partie de la to-do list qu'on donnait au Chief Data Officer au départ. Il y avait le mot culture data dedans. Et ça commence à venir. En tout cas, dans les organisations, on commence à voir, c'est vrai, des personnes qui ont vraiment ce poste de data acculturation manager. Et c'est assez nouveau. Est-ce que une personne ou plusieurs personnes, ce qui est sûr, c'est que c'est une personne qui est en fait au milieu de la plaque tournante. Parce que comme on le disait tout à l'heure et comme le disait Gabriel, l'acculturation, c'est une histoire d'animation. Donc en fait, elle est en interconnexion avec énormément de personnes. Donc c'est important, de ce que j'ai pu voir, j'en ai encore parlé il n'y a pas longtemps, vraiment d'avoir ce côté incarnation de ce sujet, de savoir que c'est le point d'entrée de ce sujet, c'est hyper important. Mais après, il y a un appui sur beaucoup à la fois des partenaires externes. C'est ce que nous on fait. Nos clients sont très souvent soit des Chief Data Officers, soit des data culture managers, soit avec un écosystème à l'intérieur des entreprises. En général, il y a une personne. Hein. C'est rare quand il y en a deux ou trois. Enfin, c'est rare. Ça, c'est quand même rarissime. Une personne avec une équipe ou une personne vraiment toute seule? Moi, ce que je vois en général, c'est rare déjà quand je ne vois une qui a ça comme poste. Ça commence à être nouveau, ça devient son poste et elle ne fait que ça. Et parfois, il y a une petite assistante dans l'histoire, mais c'est tout. Hein. On n'est pas sur des équipes culture. En tout cas, de tous mes clients, tout l'écosystème avec lequel j'interagis, je ne vois pas d'équipe. Hein. La manière dont on pose une question, elle oriente forcément la réponse et la perception qu'on peut avoir de la chose. Donc là, je redéfinirai la question par rapport à la lecture de ce que tu viens de dire, Florent. C'est un sujet, pour que ça marche, à un moment, il faut un porteur ou une porteuse. Donc, il y a un sujet d'incarnation dans une organisation. Même s'il y a une équipe derrière, à un moment, quelqu'un doit incarner pour qu'il soit le point de contact. Est-ce que c'est une seule personne ou est-ce que ça devient une équipe? Ça dépend. Ça va rejoindre ce qu'on disait de la maturité. C'est déjà bien de commencer par un. Et puis, au fur et à mesure que la valeur, elle se fait, naturellement, l'organisation, elle va étendre et démultiplier. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un point. Je pense que ça doit commencer par une personne. Simplement pour le sujet, qu'on puisse l'identifier, qu'elle soit porteuse du sujet, qu'elle en soit responsable. Après, je vois, et ça, c'est une fonction, on peut le voir comme les data office. Je vois, par exemple, un certain nombre de mes clients, je pense à Ezio, par exemple, la première chose a consisté à avoir un CDO et derrière, il a constitué avec un comité data et un data office. C'est-à-dire que la première chose qu'il a mis en place, c'est déjà le fait de matérialiser dans l'entreprise qu'il y avait des gens en responsabilité et qu'il y avait une organisation qui allait travailler autour de ces sujets. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est ouvrir un site web sur lequel les gens pouvaient poser des questions et exprimer leurs demandes. C'est quoi Et les premiers éléments, ça a été, ils ont reçu 360 demandes, il y avait 80% des demandes qui concernaient l'accès à la data.
Et le premier comité data qui est sorti, ça a été de dire « Mesdames et messieurs, on a bien entendu votre message et on a compris qu'il y avait un sujet sur l'accès à la data. » Deuxième message, c'était « Alors, on a bien reçu les 300 demandes. Actuellement, cette équipe elle a une capacité de traitement de 10 demandes par mois. » Le deuxième message, c'est « Soyez patients. » Mais voilà, et donc il y a quelqu'un qui incarne ce message et ces éléments. Et dès qu'il y a une incarnation et qu'il y a un message, ça veut dire qu'il y a dialogue. Qui dit dialogue, il y a mouvement et on est dans une dynamique. Et la machine est lancée. Donc en tout cas, si je reprends la question à l'inverse, je ne sais pas si ça peut se tenir sur une ou plusieurs personnes, mais à minima, il en faut une. Ouais. Ou à l'inverse, on ne sort rien avec zéro. C'est très juste. Et si je centre le sujet sur ce que je fais moi, la fonction de DPO est arrivée de Data Privacy Officer, n'est pas ancienne. Et là, aujourd'hui, on a un représentant, et dans les grandes organisations, ça peut être éventuellement plusieurs aidés dans les locaux, mais il y a aujourd'hui quelqu'un qui est porteur de quelque chose, de la mise en œuvre, d'une méthode, d'un process, d'une gestion, des suivis des KPI. Mais oui, finalement, on en revient à ça. Il faut bien commencer par un, et puis après, derrière, les choses se font. Et sur la data, il y a un CDO, il y a un DPO. Donc voilà, on peut maintenant les multiplier comme ça en fonction des thématiques. Mais effectivement, la réponse est ça. Est-ce que Camille, ça répond à votre question? Je pense que oui. Moi, j'ai beaucoup aimé du côté. Si on n'a pas d'autres questions, si on n'a pas d'autres questions, il est 13h30. Moi, je voulais remercier. Dans un premier temps, je voulais remercier Thomas qui nous a donné l'opportunité et au Salon de la Data de pouvoir organiser ce webinaire de teasing autour d'un thème sur lequel ils nous ont dit vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Donc, ça, déjà, premièrement, un grand merci Thomas. Voilà, c'était très agréable d'avoir cette carte blanche. Et après, bien évidemment, je vais remercier Florence, je vais remercier Géraud, Yvan et Fabrice et toute l'équipe de KPC Nantes qui doivent être en train d'assister. Donc, il y a Stéphane, il y a Denis, il y a Sabine à ce webinaire. On espère que ça vous a plu et il s'appelait webinaire de teasing pour venir en septembre. Cher Thomas, je te donne la main pour faire la promo du salon, même si les gens qui sont dedans, je pense, sont assez avertis, mais c'est bien de faire encore un peu de messaging. Ouais, merci beaucoup à tous d'être intervenus sur le temps de pause de midi. Merci aussi aux personnes qui ont regardé tout le webinaire. Merci beaucoup. Et donc, pour le salon de la data, en effet, là, c'est un petit teasing de la part de KPC qui aura l'occasion d'étendre le débat et avec vous, avec les différents intervenants, le 19 septembre à Nantes. Et on va vous annoncer toute la programmation normalement fin de semaine prochaine. On aura une 60aine de conférences avec du secteur public, de l'industrie, de la gouvernance, de l'acculturation, de la cybersécurité et plein d'autres thèmes qui devraient vous intéresser, je pense. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On est déjà à plus de 30% d'inscrits. Et en général, à la rentrée, c'est trop tard. Toutes les places sont prises pour le présentiel. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Une excellente journée. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. À très bientôt à toutes et à tous. Merci encore pour votre investissement. C'était un plaisir.